action sismique, ainsi que quelle est la modélisation selon la réglementation RPOA. D'accord? Donc, on continue sur ça. Avant de commencer, je vais juste parler de l'évaluation concernant cette matière pour le groupe 2. D'accord? Donc, pour l'évaluation, je compte vous donner des études de pont. D'accord? Je vais vous donner trois études et normalement, vous êtes 14. Vous allez vous diviser en 4 ou 3. D'accord? Donc, 14 sur 3, ça fait plus que 4. D'accord? Et vous préparez une étude. Vous faisiez l'étude plus un exposé qui va se faire la dernière séance, le 15 février. C'est bon, c'est clair? Madame, s'il vous plaît, vous pouvez répéter. Alors, je parle pour le groupe 1. Est-ce que normalement, M. Bniakov vous assure les séances? Jusqu'à présent, ما راناش نقراو عنده. Ah, d'accord. Et vous l'avez contacté ou là? بعثت له مدام ميل بصح ما رجعليش على الميل. D'accord. Donc, ça, bon, vous assistez comme assistez au HNA, mais d'une manière, il faut contacter M. Hamzaoui dans ce cas-là. D'accord? M. Chauffé. Oui, madame. D'accord? Moi, j'ai parlé pour les étudiants du groupe 2. Les étudiants du Canada en présentiel. D'accord? Je compte faire l'évaluation sous forme d'exposé d'une étude, d'une modélisation faite avec le SAP, bien sûr. D'accord? Je vais mettre sur Teams 3 projets de pont et vous vous divisez en 3 groupes. Et la dernière séance, vous allez exposer votre travail et me rendre le travail avec la modélisation. C'est clair? Pour les étudiants du groupe 2. Je n'ai rien entendu, Monsieur Maltais. Vous pouvez répéter? Madame, on met les 3 projets. Comment? Les 3 projets, madame. Je vous donne 3 projets. Vous vous divisez en 3 groupes et chaque groupe va faire un projet. D'accord? Ah, d'accord. C'est bon. Donc, vous êtes normalement 14. Vous divisez donc il y a 2 groupes de 4. Ça fait 8. De 5 plutôt. 2 groupes de 5 ou 4. Ça y est? Donc, vous formez 3 groupes. La dernière séance, vous allez m'exposer votre travail et m'envoyer un compte rendu plus la modélisation et ça va faire l'évaluation. C'est bon? Le troisième groupe, normalement, vous faisiez les cours avec Madame Jahed. لا سيمان اللي فاتت ما حضرتش بروف سنيناها ما بانتش. Sagesse, une fois. وي قرينا معها خطره وي. Donc, sûrement, elle va rattraper avec ça la semaine les fêtes. D'accord? Donc, moi-même, en tant que responsable de la matière, je vais voir ce problème-là. D'accord? Et d'accord. Donc, on va commencer aujourd'hui par Donc, on va terminer ce que nous avons déjà fait. Donc, je vais partager l'écran.
Donc, je vais continuer l'exposé du RPOA. Normalement, j'ai mis le RPOA sur la partie fichier de Teams. Vous avez pu la télécharger? Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, Oui, ça, c'est-à-dire le RPOA, il est sur Teams. Et ce que je viens de présenter, ce sont des résumés du RPOA. Donc, on a dit qu'il y a une classification selon le groupe, d'accord? Donc, je vous ai présenté que il existe 3 groupes de ponts, les ponts stratégiques, les ponts importants, les ponts d'importance moyenne, et il y a aussi une classification selon le zonage sismique, d'accord? Donc, le zonage sismique, comme vous le savez, le nord, il est divisé en 4 zones, plus la 4e du sud, qui est une zone de faible sismicité, d'accord? Donc, on a la partie rouge, c'est la partie la plus sévère, c'est là où c'est la zone 3. La zone, la mauve, c'est de B, de A, et ici, c'est la zone 1. Et il faut faire attention ici que dans certains wilayas, certaines communes font partie de la zone, par exemple, de B et les autres de la zone de A. Donc, pour voir quelle est la zone sismique, il y a une annexe à la fin du RPOA où toutes les communes sont classées selon la zone. D'accord? Donc, si on prend par exemple la wilaya de Tlemcen, elle est classée zone 1 avec toutes ces communes. D'accord? Voilà. Donc, selon la zone sismique et le groupe de ponts, il y a un coefficient A qui peut être déterminé et ce coefficient-là va représenter justement l'intensité du séisme, c'est l'accélération sismique. Donc, le A représente physiquement l'accélération sismique mesurée au niveau de la roche. D'accord? Donc, l'écran est bien partagé, vous voyez? Oui, Oui, madame. oui, madame. D'accord. Donc, Oui, il y a madame. très bien. Donc, il y a ce coefficient A, c'est le coefficient qui représente l'accélération sismique au niveau de la roche. Le maximum de l'accélération sismique au niveau de la roche, il est donné ici. Bon, ici, il est dans le RPA, on parle d'un coefficient comme ça, mais physiquement, il représente le PGA, le Peak Ground Motion, l'accélération maximale au niveau de la roche, mesurée en G, c'est-à-dire 9,81 mètres par seconde carré. D'accord? Et donc, selon l'importance de la zone sismique, le coefficient devient important et aussi selon l'importance du groupe d'usage. Donc, vous savez que le risque sismique doit être diminué tant que le groupe du pont est important, d'accord? Donc, le cas le plus sévère, c'est pour le cas groupe de pont 1 avec zone 3, où on a le maximum d'accélération qui est de 0,4 G. D'accord? Donc, vous voyez, donc c'est les coefficients, il est variable. Il varie de 0,15 à 0,4, d'accord, selon la zone. Et par exemple, si on prend zone 1, selon le groupe de pont, il varie de 0,15 à 0,1. Donc ça, ce tableau représente le coefficient d'accélération de zone, donc avec lequel l'action sismique va être déterminée. C'est bon, c'est clair? Oui, madame. Il y a aussi une troisième classification, c'est la classification au niveau du site. Donc, lorsque j'ai dit coefficient d'accélération, j'ai dit mesurer au niveau de la roche. Mais le pont ne va pas être fondé sûrement sur la roche. Ça dépend du sol de fondation. D'accord? Et comme vous le savez,
les conditions géotechniques influent sur l'action sismique. D'accord? Surtout si on a des sols argileux, des sols meubles, ils vont amplifier le mouvement sismique. Sur la roche, on n'a pas une grande amplification. Le mouvement, on dit qu'il est sain. Mais tant que le site devient plus meuble, tant que on a un risque d'amplification sismique. D'accord? Donc, il faut tenir en compte de la zone sismique et aussi des conditions géotechniques du site de fondation. C'est pour ça qu'il y a aussi une classification selon le site. Donc, l'action sismique va dépendre aussi de la catégorie du site. Donc, dans le RPOA, on trouve 4 catégories de sites. Il y a le site rocheux, et ils sont caractérisés par une caractéristique, ce qui est la vitesse des ondes de cisaillement. D'accord? Donc, ça, c'est le séisme, il est considéré comme des ondes. Donc, on a différents types d'ondes. Il y a les ondes de cisaillement, les ondes les ondes primaires aussi. Et donc, à partir de certains essais, on peut avoir la vitesse de ces ondes. D'accord? Donc, en fonction de cette vitesse, on peut classer le sol. Bon, vous allez me dire, est-ce que toujours on peut avoir cette vitesse? Donc, ce n'est pas le cas. Dans certains cas, on n'a pas la valeur de VS, mais je vais vous montrer par la suite qu'on peut classer le site à partir de d'autres essais géotechniques. D'accord? L'essentiel, normalement, à partir du rapport géotechnique, vous pouvez classer votre site. D'accord? À partir de certains essais. Donc, si vous avez la vitesse de cisaillement VS, et si elle est supérieure à 800 mètres par seconde, nous sommes en site rocheux. Sinon, si elle est supérieure à 400 mètres carrés et bien sûr inférieure à 800, nous sommes en site ferme. D'accord? Si c'est entre 400 et 200, c'est un site meuble. Et si c'est inférieur à 200 mètres par seconde, c'est un site meuble, très meuble. D'accord? Donc, il y a 4 sites, 4 catégories de sites. Et donc, ce tableau-là résume les résultats de d'autres essais, d'accord? À partir de lesquels on peut classer notre site, d'accord? Donc, c'est à partir ici de VS. Donc, vous voyez, à partir de VS, on a 4 sites, d'accord? Et donc, VS, c'est la vitesse. On voit, la valeur de VS doit être mesurée sur site. Les roches tendres ou altérées sont à classer en S2 dans le cas où VS n'est pas mesuré. Le site ne peut pas être classé en SA s'il existe plus de 3 mètres de sol meuble entre la surface du rocher et le niveau bas de fondation. Donc, ce sont des remarques en plus qu'il faut en tenir en compte pour classer le site. Donc, il faut bien lire toutes les recommandations pour classer le site. D'accord? On trouve ici les QC. Alors, QC, ce n'est pas indiqué ici. C'est quoi QC? Alors, QC, ce sont les essais de pressiomètre. D'accord, donc je vais voir dans le RPOA, il y a les détails. D'accord. Alors voilà, le QC, ce sont les résultats du pénétromètre statique. Les essais SPP vous donnent le N, d'accord? C'est présenté chez vous le RPO. Vous voyez. Donc, on a le pressiomètre. Oui. D'accord? Voilà. Donc, tout ça est résumé sur un tableau. Donc, ça dépend des essais réalisés dans le laboratoire, surtout pour un pont. Donc, l'étude géotechnique, elle est obligatoire, plus que obligatoire. Et on effectue beaucoup d'essais. D'accord? Donc, normalement, on peut classer facilement le site et il y a une large gamme de classements. D'accord?
Donc, ça, c'est concernant la classification du site. Bon, il existe aussi d'autres remarques. Vous pouvez les lire après dans le RPOA sur le sol. D'accord? Donc, pour l'action sismique, elle est considérée selon les 3 directions de l'espace. Donc, comme vous le savez, le séisme, il est aléatoire et on ne sait pas en réalité quelle est la direction exacte du séisme. Si on veut être réaliste, normalement, c'est en 3D, en prenant en compte toutes les directions, que ce soit verticale, toutes les degrés de liberté, que ce soit transversal ou bien vertical, et même les rotations. Mais pour simplifier, dans le RPOA, il est exigé de considérer 3 actions sismiques, 2 dans le sens transversal et longitudinal, c'est-à-dire 2 dans le plan et 1 verticale. D'accord? Donc, on a EX, EY et EZ. Si le pan il est régulier, il est droit, donc on applique EX dans le sens longitudinal, EY dans le sens transversal et EZ dans le sens vertical. Maintenant, si le pan présente s'il est sous forme d'une courbe, là, donc il y a d'autres directives dans le RPOA qu'il faut les voir. D'accord? Donc, vous voyez ici, il y a la translation d'ensemble, c'est-à-dire on considère que le pont est soumis à la même action sismique au niveau de tous ses appuis. On considère qu'il y a le même mouvement sismique au niveau de tous les appuis, que ce soit dans le sens horizontal ou bien dans le sens vertical. Mais comme vous le savez, la longueur du pont, elle peut être importante, elle peut dépasser des centaines de mètres, voire des kilomètres dans certains ponts importants. D'accord? Et dans ce cas-là, on peut imaginer que le mouvement sismique peut être variable d'une pile par rapport à une autre. Et surtout, si le sol est variable, si on a une pile fondée sur de l'argile et l'autre sur la roche, c'est sûr que le mouvement sismique ne va pas être le même. Donc, le RPOA a considéré ça. Il a mis aussi, en cas de besoin, donc il faut faire certaines vérifications. Si c'est nécessaire, on peut ajouter ce qu'on appelle des déplacements différentiels entre points du sol. C'est-à-dire, on applique le chargement sismique le long du pont et on ajoute quelques déplacements différentiels variables, d'accord, pour tenir en compte de cette variabilité spatiale du mouvement sismique d'une manière statique. C'est bon? Donc, concernant la translation d'ensemble, c'est-à-dire le séisme, il est caractérisé par le coefficient d'accélération qu'on vient de le voir, A, et on a dit A dépend de la zone sismique et du groupe, d'accord, de pont. Et en fonction de ce coefficient d'accélération, on peut établir le spectre de réponse horizontale qui est valable dans les 2 composantes orthogonales. C'est-à-dire, on utilise le même spectre, bien sûr, dans les 2 sens, EX et EY. Mais dans le sens EZ, il y a une autre formule du spectre vertical. Et les spectres de réponse sont corrigés pour tenir compte d'un taux d'amortissement différent de 5% par rapport à un coefficient, par un coefficient étant qui est égal à la racine de 7 sur 2 plus xi. D'abord, je vous pose la question, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'un spectre de réponse? Donc ici, l'action sismique est représentée par un spectre de réponse. Est-ce que vous connaissez c'est quoi un spectre de réponse? Non, madame. Non. Bon, la connaissance du spectre de réponse est très importante et elle est obligatoire pour effectuer une étude dynamique spectrale. C'est quoi un spectre? Je vais vous expliquer le spectre. Voilà. Un spectre de réponse
Vous voyez la projection? Oui, madame. Donc, c'est la variation de la réponse dynamique maximale d'un système à un seul degré de liberté sous un mouvement du sol en fonction de sa période propre et son amortissement. Je vais m'expliquer. Je veux être simple et ne pas vous donner beaucoup d'informations. Sinon, je vais mettre ce cours de la méthode spectrale sur Teams et vous pouvez le voir à tête reposée, d'accord, pour comprendre mieux la méthode spectrale. Voilà. Donc, on a un axe, le séisme, il est normalement représenté par quoi? Par un accélérogramme, d'accord? Donc, généralement, le séisme, il est mesuré par des accélérogrammes. Et qu'est-ce qu'on mesure? On mesure l'accélération en fonction du temps. Donc, par exemple, ici, on a une accélération qui dure 20 secondes avec un Amax de 3,66 mètres par seconde au carré. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'accélération mesurée. Mais pour effectuer des études avec l'accélérogramme, il faut utiliser la méthode pas à pas, c'est-à-dire calculer la réponse dynamique pour chaque pas de temps. Alors que lorsqu'on veut dimensionner une structure, généralement, on n'a pas besoin de toute l'histoire temporelle de la réponse, mais on a besoin que des maximums. Et là, la méthode spectrale peut être utilisée parce qu'elle nous donne le maximum directement. D'accord? Et c'est quoi un spectre? Le spectre, dans le spectre, on a la variation de l'accélération en fonction de la période. D'accord? C'est la variation de l'accélération en fonction de la période et elle dépend de l'amortissement xi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? On prend différents systèmes à un seul degré de liberté. D'accord? Donc, c'est la réponse maximale d'un système à un seul degré de liberté sous un séisme connu, par exemple cet accélérogramme. On prend un système à un seul degré de liberté, on impose une accélération, on calcule la réponse et on prend le maximum et on fait comme ça point par point jusqu'à obtenir le spectre complet. D'accord? Bon, bien sûr, ceci ne peut pas être fait à chaque fois. Il y a des logiciels qui font ça. L'essentiel, c'est de comprendre le principe. Le spectre, c'est la réponse maximale d'un système à un seul degré de liberté soumis à un séisme. C'est-à-dire que chaque accélérogramme possède un spectre de réponse. D'accord? Je vais vous montrer la différence de l'utilisation. Si je vais utiliser l'accélérogramme, je dois effectuer une analyse dynamique pas à pas. C'est-à-dire, pour chaque pas de temps, je calcule la réponse dynamique. Puis, je vais trouver, par exemple, un déplacement qui est en fonction de temps et je prends le maximum. Par contre, si j'utilise la méthode spectrale, il suffit que je calcule la période de mon ouvrage, par exemple, pour le pont étudié, je la projette ici. Par exemple, si j'ai une période de 1 seconde, je projette et je détermine l'accélération. Donc, l'accélération multipliée par 1 me donne la force sismique. Est-ce que c'est clair? Donc, l'avantage du spectre est de pouvoir obtenir le maximum directement. Oui. مدام لاحظتك ايه هذه التالية عاودها لنا. Voilà, donc si je veux utiliser, si je veux faire une étude dynamique pour, par exemple, mon pont, d'accord? Et si j'utilise l'accélérogramme, je dois faire une analyse pas à pas, d'accord? Une analyse pas à pas. Et vous savez, l'analyse pas à pas consomme beaucoup de temps et aussi beaucoup d'espace, etc. Elle est difficile à faire, d'accord? Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un déplacement en fonction du temps, ou un moment, si vous voulez, un effort tranchant en fonction du temps. Et finalement, pour dimensionner ma structure, je n'ai besoin que des maximums. Donc, je peux utiliser le spectre directement. Par contre, donc, dans le spectre, qu'est-ce que je fais? Je prends directement ma période
et mon amortissement, d'accord, il correspond à 5%. Donc, si l'amortissement n'est pas de 5%, je dois prendre la courbe correspondante. Je projette, d'accord? Donc, si par exemple, j'ai un pont qui a une première période de 1 seconde, d'accord? Je projette et j'obtiens l'accélération. Donc, l'accélération multipliée par la masse me donne la force sismique. D'accord? Donc, vous allez me dire, est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, je peux obtenir les valeurs maximales directement. C'est bon? Madame, s'il vous plaît, la masse totale du pont. Oui, bon, j'ai juste donné un exemple parce que le spectre, il peut être utilisé dans le cas où le pont est modélisé par un système à un seul degré de liberté. Maintenant, la modélisation avec le SAP, on l'a modélisé avec un système à plusieurs degrés de liberté. D'accord? Donc, si on a un système à plusieurs degrés de liberté, je vais vous montrer comment l'utiliser. Maintenant, il faut juste comprendre qu'on peut utiliser le spectre pour avoir la réponse sismique d'un système à un seul degré de liberté. C'est bon? D'accord? Oui. Donc, si je peux, parfois dans certains cas, je peux modéliser mon pont avec un système à un seul degré de liberté. S'il est simple, il est infiniment rigide, etc. Donc, dans ce cas-là, je n'ai qu'à projeter sa période ici et prendre la masse totale, bien sûr. D'accord? Sinon, je vais vous montrer comment. Donc, ça, c'est concernant, c'est quoi un spectre de réponse. Maintenant, la question qui se pose, c'est que je n'ai pas des enregistrements en chaque point, d'accord? En chaque sol de fondation des ponts. Si je veux construire un pont, pas forcément, je peux avoir un accélérogramme. En plus de ça, un accélérogramme, il ne représente qu'un seul séisme. Il se peut que la région a une sismicité plus forte que le séisme qui a frappé la région en ce moment-là. D'accord? Donc, c'est pour ça, dans les réglementations, il existe des spectres qui sont réglementaires. D'accord? Des spectres réglementaires qui ont été établis sur la base des études probabilistes de la région. Et justement, à partir de ces études, ils ont fait et établi les cartes de zonage et aussi la variation des spectres de réponse. D'accord? Donc, ça, c'est si j'ai un accélérogramme, je peux utiliser son spectre. Mais si je veux utiliser la réglementation, j'utilise le spectre de la réglementation qui a la même définition. C'est la réponse d'un système à un seul degré de liberté, d'accord, en fonction de la zone considérée, d'accord? Il dépend de l'amortissement, bien sûr. Donc, revenons à Donc, on a dit que l'action sismique, elle est définie par le spectre de réponse qui dépend du coefficient d'accélération de zone, comme on vient de le définir, et aussi de facteurs d'amortissement. Donc, voilà, le spectre de réponse, il est, donc si je vais prendre d'abord la courbe. Donc, ça, c'est les spectres du RPA, les spectres horizontaux. D'accord? Donc, ils sont tracés pour un amortissement de 5%. On remarque qu'il y a 4 courbes. D'accord? Ça correspond au type de sol S1, S2, S3 et S4. C'est affiché chez vous. Vous regardez les spectres. Oui. Donc, dans les spectres réglementaires, on remarque qu'ils sont composés de 4 branches. Donc, il y a une branche linéaire. D'accord? Ensuite, la branche du palier d'accélération constant. Ensuite, l'accélération diminue. D'accord? Et on a un quatrième intervalle. D'accord? Et on remarque que pour le palier d'accélération constant, c'est là où le séisme, l'action sismique est importante. D'accord? Et aussi, si on compare les sites, bien sûr, donc vous avez le S1 en noir et le S4 en bleu. Donc, on va du S1 jusqu'au S4.
Donc, vous voyez l'amplification due au site. Si je prends par exemple, si ma structure a une période de 1 seconde, alors voilà donc la différence. Elle peut être variable de 0,7 par exemple. Donc ça c'est SA sur G, ça ce n'est pas l'accélération, mais divisé par A. Donc elle peut être variable de 0,7 fois A jusqu'à 2,2. Voilà. Donc, vous voyez l'effet de site. D'accord? Donc, ça, c'est des courbes qui ont été établies à partir de ces équations. Donc, il y a 4 branches. D'accord? Donc, ça, c'est le spectre. Il est donné en fonction de la période et de l'amortissement. D'accord? Il est en mètres par seconde carré. Donc, il est égal à A. Donc, par exemple, pour la première branche, c'est-à-dire la première branche, elle a cette équation. La deuxième, le palier des accélérations constantes, c'est constant. Il a cette équation, ainsi de suite. D'accord? Donc, il est composé de 4 branches. D'accord? Il dépend de A, le coefficient d'accélération de zone. G, c'est l'accélération de la pesanteur, 9,81. S, c'est un coefficient de site. Donc, le site, il est pris en considération par ce coefficient S. Et aussi, donc si on remarque ici, donc le site, il est caractérisé par S, mais aussi par 2 périodes caractéristiques du site. Ces périodes représentent les limites du palier d'accélération constant. Donc, ça, c'est T1, T2. D'accord? T1, T2. Donc, c'est la limite inférieure et la limite supérieure du palier d'accélération constant. Voilà. Donc, si par exemple, on prend SA, le coefficient SA, c'est le site rocheux. D'accord? Le coefficient de site, vous voyez, il est égal à 1. Donc, dans la roche, on n'a pas d'amplification. Par contre, si on va dans un site très meuble, S4, le coefficient est de 1,3. D'accord? Donc, vous voyez l'influence de l'effet de site, que ce soit à partir de ce coefficient qui représente l'amplification sismique, mais aussi à partir des périodes caractéristiques du site, T1 et T2, qui représentent la largeur du palier d'accélération constant, qui est égal de 0,15 à 0,3 pour la roche, et il peut aller jusqu'à 0,2 à 0,7 en site très meuble. C'est clair? Donc, ceci concernant le site. Donc, ici, dans les calculs, vous pouvez trouver, il dépend de S, il dépend de T1, il dépend aussi de état. État, c'est un facteur de correction d'amortissement. D'accord? Il est égal, donc état, on peut le calculer, c'est 7 divisé par 2 plus xi. Bon, xi, c'est le coefficient d'amortissement. Donc, il existe un tableau dans le RPOA et vous pouvez déterminer à partir de lequel xi. Bon, xi dépend du type de matériau, si c'est en béton ou bien en charpente, dépend aussi de la conception, dépend de plusieurs paramètres. Donc, vous pouvez le déterminer à partir du RPOA. Et vous pouvez calculer votre action sismique si vous avez un système à un seul degré de liberté. Donc, il suffit de prendre la période de votre système et voir dans quel intervalle elle appartient. D'accord? Si, par exemple, elle est égale à 1 seconde et on est en site 2, si c'est égal à 1 seconde et on est en site 2, donc on utilise cette formule. Voilà. Et on détermine l'action sismique multipliée par la masse vous donne la force sismique. C'est bon? Oui, c'est bon, madame. Très bien. Donc, ça, c'est en ce qui concerne le spectre horizontal. Donc, et dans le sens vertical, il y a aussi un spectre. D'accord? La différence entre les deux, c'est qu'il n'y a pas d'amplification entre les sites. Donc, il y a juste une petite différence entre S1 et S4. D'accord?
il n'y a pas amplification dans le sens vertical, seulement dans la largeur du palier d'accélération constant. Voilà. Donc, le palier des accélérations constantes, il est différent d'un site à un autre, mais il n'y a pas de coefficient de site S dans le sens vertical. Le site n'influe pas sur le séisme dans la direction verticale. Par contre, il y a un autre coefficient ici, alpha, donc qui n'existe pas dans le spectre horizontal. Donc, alpha, qu'est-ce qu'il représente? C'est un coefficient qui tient en compte l'importance de la composante verticale en zone de forte sismicité. Donc, tant que la zone est située et de forte sismicité, le alpha, il est important. Donc, il prend des valeurs égales à 0,7 pour les zones sismiques 1, 2A et 2B, et il est égal à 1 pour la zone sismique 3. Donc, ici, si on est en zone sismique 3, ça veut dire qu'on prend la charge totale. Donc, si c'est les deux zones sismiques, c'est multiplié par 0,7. C'est comme si on diminue de 30%. D'accord? Il est constitué aussi de 4 branches et les branches dépendent de T1 et T2 et vous pouvez avoir votre période dans le sens vertical et pour déterminer la force sismique dans ce sens. C'est clair? Oui, madame. Donc, ça, c'est en ce qui concerne l'action sismique. Voilà. Il existe un autre spectre, c'est le spectre de dimensionnement. Ce spectre, on l'utilise, donc les deux premiers spectres, ce sont des spectres, on les utilise lorsqu'on fait des analyses linéaires, élastiques. D'accord? Si on veut tenir en compte de la non-linéarité, on utilise le spectre de dimensionnement. Il est donné par ces valeurs et il doit être divisé par un coefficient qui tient en compte de la non-linéarité. D'accord? Donc, ça, c'est... voilà. Donc, vous savez qu'un calcul non linéaire peut vous donner des résultats plus faibles qu'un calcul linéaire et vous pouvez gagner donc, en coût. D'accord? Donc, c'est pour ça le RPOA autorise le calcul non linéaire à travers ce spectre de dimensionnement et il faut vérifier certaines conditions aussi, d'accord, pour pouvoir l'utiliser, d'accord, et ils sont divisés sur un coefficient de comportement qui est supérieur à 1, donc pour tenir en compte de la non-linéarité d'une façon équivalente. C'est ça. Maintenant, j'ai dit au début que le mouvement sismique peut être variable. Et dans ce cas-là, on ajoute à ces composantes dynamiques obtenues par les spectres, on ajoute un déplacement statique au niveau de chaque appui du pont. D'accord? Que ce soit dans le sens horizontal ou vertical. Et ici, il y a une longueur limite. Donc, si on est en S1 et si la longueur limite dépasse 600 mètres, c'est-à-dire si on a un pont qui dépasse 600 mètres, il faut ajouter ces déplacements différentiels. Donc, cette longueur, elle est égale à 500 pour S2, 400 pour S3 et 300 pour S4. D'accord? Donc, si vous êtes dans ces cas-là, il faut l'action sismique, elle est représentée non seulement par les spectres de réponse, mais aussi par des déplacements différentiels qui sont calculés par ces formules. D'accord? Sont calculés par ces formules. Donc, je ne vais pas trop tarder sur ça. L'essentiel, ce qu'il faut savoir, c'est que dans certains cas, si on dépasse certaines longueurs et si aussi le site, c'est-à-dire voilà, sur un site de discontinuité mécanique, d'accord, si on a des discontinuités mécaniques, des différences de conditions géotechniques d'un appui par rapport à un autre, nous devons
représenter l'action sismique par les spectres et aussi par des déplacements différentiels qui sont appliqués au pont d'une manière statique. Et on combine les deux pour trouver la réponse totale sismique. C'est bon? Oui, madame. C'est clair. C'est clair pour tout le monde. J'entends une seule voix. Donc, ça, c'est des détails. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions concernant ça? Donc, je vous ai montré l'action sismique, comment elle est représentée dans le RPOA. D'accord? Et les spectres. Maintenant, la question qui se pose, on utilise les spectres. Les spectres nous donnent la réponse. Je vais prendre par exemple ce spectre-là. Le spectre me donne la réponse maximale d'un système modélisé par un système à un seul degré de liberté. Et comment je peux l'utiliser pour un système à plusieurs degrés de liberté? Qui peut me répondre? Est-ce que vous avez une réponse? Comment, je sais que vous n'avez pas fait ça, mais comment vous imaginez l'utiliser pour un système à plusieurs degrés de liberté? Est-ce que quelqu'un parmi vous peut me répondre? Vous n'avez pas de réponse? Alors, je vais vous donner la réponse. Un système à plusieurs degrés de liberté, on peut utiliser le spectre pour l'étude des systèmes à plusieurs degrés de liberté en utilisant la méthode de superposition modale spectrale. D'accord? Écoutez bien, méthode de superposition modale spectrale. Donc, on trouve 3 mots-clés dans cette méthode qui est d'ailleurs autorisée par le RPOA. Donc, le RPOA on peut l'utiliser. Donc, c'est superposition modale spectrale. Modale, ça veut dire qu'il faut utiliser les modes propres. Nous avons vu la dernière fois comment déterminer les modes propres, comment les lire, etc. On a vu que chaque mode propre correspond à une période de vibration et à une forme de vibration. Et il fait vibrer un certain pourcentage de masse. Vous vous rappelez de ça? Donc, chaque mode propre correspond à une période de vibration, écoutez bien, à une forme de vibration et il fait vibrer une masse, un pourcentage de masse. Par exemple, dans le premier mode, la dernière fois, nous avons vu que presque 50% de la masse vibre dans le sens X. D'accord? Donc, chaque mode propre, il peut être considéré comme un degré de liberté. Donc, la modélisation d'un système à plusieurs degrés de liberté par cette méthode, c'est comme si on le modélise le pont par une succession des systèmes à un seul degré de liberté. D'accord? Donc, on calcule la réponse pour chaque mode. D'accord? Et chaque mode représente un système à un seul degré de liberté. Et à la fin, on fait la superposition. C'est pour ça qu'elle s'appelle méthode de superposition modale spectrale. C'est-à-dire, on superpose les réponses spectrales de chaque mode propre. C'est clair? Oui, Oui, madame. madame. C'est bon. Donc, si vous avez compris ça, c'est bien. Donc, ça, c'est… Maintenant, si vous voulez des détails sur les calculs, je vais mettre sur Teams le cours de la méthode modale spectrale et vous pouvez voir les équations, etc. Mais le principe, c'est ça. D'accord? Donc, je vais aller vers le SAP maintenant et je vais vous montrer comment introduire l'action sismique. C'est affiché chez vous le SAP. C'est bon. Oui, c'est affiché. D'accord.
Alors, on va utiliser la méthode de superposition modale spectrale. Donc, je répète, il existe différentes méthodes pour l'analyse dynamique du pont. Il existe différentes méthodes. Ce n'est pas la seule méthode qui est utilisée. Mais dans le RPO1, on a l'autorisation d'utiliser soit la méthode modale spectrale, soit la méthode monomodale. La méthode monomodale, c'est lorsqu'on peut modéliser notre structure par un seul mode de vibration pour simplifier. Donc, on peut le modéliser par un seul mode et déterminer l'action sismique et ensuite la réponse. Il faut qu'elle vérifie certaines conditions pour pouvoir l'utiliser. Donc, si nous aurons le temps, je vais vous la présenter. Sinon, la méthode la plus générale, c'est la méthode modale spectrale qu'il faut l'utiliser dans les cas généraux d'études de pont. Il y a aussi d'autres méthodes, telles que la méthode pas à pas, la méthode temporelle. Ça, c'est dans le cas où on veut étudier par rapport à un séisme donné par son accélération. D'accord? Et ces méthodes-là sont destinées aux personnes qualifiées et avec justification. D'accord? Donc, si on justifie qu'on a besoin d'autres analyses, par exemple, si on veut faire une analyse non linéaire exacte, on ne peut pas utiliser le spectre. Donc, la méthode modale spectrale, c'est pour faire une analyse élastique, ou bien si on divise par le coefficient de comportement, c'est pour faire une analyse élastique équivalente. On ne peut pas non linéaire équivalente. On ne peut pas faire une analyse non linéaire exacte. Donc, si l'étude nécessite des études non linéaires exactes, par exemple dans les cas où on a des appareils d'appui à comportement non linéaire, etc., si on veut tenir en compte des rotules plastiques, etc. Donc, dans ces cas-là, on peut faire des modélisations non linéaires et on utilise les méthodes dynamiques temporelles par rapport. Mais dans la majorité des cas, c'est-à-dire dans les cas simples, les cas ordinaires, on utilise la méthode modale spectrale ou bien la méthode monomodale. C'est clair? Donc, pour l'analyse de superposition modale, donc comme vous le savez, je dois définir les paramètres, d'accord? Je dois définir les paramètres du séisme. Donc, d'après vous, qu'est-ce que je dois ajouter? Donc, quels sont les éléments clés pour effectuer cette analyse? Qu'est-ce qu'il manque à ce fichier pour effectuer l'analyse dynamique? Je vous ai expliqué comment faire une analyse dynamique à partir de la réglementation. Maintenant, qu'est-ce qu'il manque d'après vous à ce fichier? Dans les accélérations. Très bien. Donc, il manque l'action sismique, mais on ne va pas la représenter par des accélérations. J'ai dit on va utiliser la méthode modale spectrale. Donc, il manque les spectres. D'accord? Il faut que j'inclue mes spectres dans le fichier. Donc, ça, c'est d'un côté. Il faut que aussi, j'effectue une analyse modale. Donc, on a déjà fait l'analyse modale. C'est une méthode modale spectrale. Donc, elle est composée de deux mots, modal et spectral. Donc, il faut, on va vérifier par la suite si le nombre de modes est suffisant. D'accord? On a dit que le SAP prend automatiquement 12, mais il se peut que ce nombre n'est pas suffisant, surtout que le pont qu'on est en train d'étudier est un pont biais. D'accord? Et il faut aussi indiquer au SAP qu'il va utiliser la méthode modale spectrale. D'accord? Donc, dans les définitions, dans une analyse dynamique, il faut commencer par l'analyse modale. Dans l'analyse modale, on a dit qu'il est important de vérifier en premier lieu la masse. Donc, j'ai parlé de ça. Si on define masse source. Les fenêtres s'affichent chez vous, Yak.
Oui, madame. Est-ce que- Oui, Voilà. madame, ça affiche. Très bon. Donc, la première des choses à vérifier, c'est la masse, parce que lorsqu'on effectue une étude dynamique, ça veut dire qu'on fait la résolution de l'équation différentielle MU de point plus CU point plus KU égale à P de T. D'accord? Donc, la masse doit être bien définie, contrairement au cas statique où on n'a pas à la vérifier. Donc, on a parlé de ça et on a dit, dans le cas des ponts qui ne se situent pas dans des zones urbaines, on calcule la masse juste à partir de la charge permanente. D'accord? Et on a pris la charge permanente G, c'est celle du poids propre. Et on a pris une fraction des charges permanentes qu'on a supposée égale à 20% GPP. Et on a coché form load, c'est-à-dire le SAP maintenant, il va calculer la masse à partir de ces deux chargements. D'accord? Donc ça, c'est la première des choses à vérifier. Si vous avez un pont dans une zone urbaine, il faut ajouter Q et bien calculer la masse. OK. La deuxième des choses, il faut définir le spectre, l'action sismique. Donc, l'action sismique, elle est définie en fonction. Fonction. Très bien. Vous voyez. Fonction. Donc, ici, dans fonction, vous voyez différents choix. D'accord? Vous avez response spectrum. Ça, c'est le spectre de réponse qu'on va l'utiliser. Vous avez time history. Donc, si vous voulez utiliser une accélération en fonction du temps, il faut utiliser time history. D'accord? Ou le déplacement, la vitesse, il faut utiliser ça. Sinon, si vous utilisez les spectres, c'est ça. D'accord? Il y a power spectral density. Ça, c'est si on fait un calcul en densité spectrale. Et bon, comme vous le savez, le SAP toujours offre beaucoup de possibilités. D'accord? Donc, généralement, on utilise soit la première si on effectue une étude spectrale, soit la deuxième si on effectue une analyse temporelle. D'accord? Donc, c'est bon? Donc, on a réponse spectrum. Voilà. Donc, dans la liste déroulante ici, on trouve différents codes. Donc, vous savez que dans le SAP, il y a des codes intégrés à l'intérieur, tels que le code HTO des États-Unis, China's, les Eurocodes, d'accord? Mais bien sûr, on ne va pas trouver le RPOA ici. L'IBC, d'accord? L'italien. Donc, vous pouvez trouver ce que vous voulez, d'accord? Mais pour notre cas, il faut utiliser les spectres réglementaires. On ne peut pas utiliser d'autres spectres. Donc, on va les appeler à partir d'un fichier. Vous cliquez sur Form File, d'accord? Add New Function. Voilà. Alors, vous avez ici, il vous donne la main pour choisir le spectre. D'accord? Il vous donne la main pour choisir le spectre. Donc, moi, j'ai le spectre, il est dans... Alors, je prends H. Voilà, ça c'est... Moi, j'ai préparé le spectre à l'avance. Je vais vous montrer comment. D'accord, EH. Voilà. Ouvrir. Donc, j'ai appelé le fichier spectre. D'accord. Voilà. Dans mon fichier, il est en fonction de la période, non pas en fonction de la fréquence. Donc, je vais cocher période. D'accord. J'introduis la bonne valeur de l'amortissement. Ici, c'est 5%. Header to Skype, c'est par rapport au nombre de lignes à sauter dans le fichier. Donc, je peux visualiser le fichier. Donc, ça, c'est mon fichier.
il est constitué de 2 colonnes. La première colonne correspond à la période, d'accord? Et la deuxième à l'accélération, d'accord? Au spectre plutôt, SA. C'est l'accélération, c'est ça. D'accord? Et je n'ai pas de ligne à sauter. Donc, mon fichier commence à partir de la première ligne. Voilà, donc c'est 0. Et je peux vérifier. Voilà, ça c'est mon spectre. D'accord? Et donc, vous voyez, donc il varie en fonction de la période. C'est clair? Donc, je vais le noter ici, par exemple, EH. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Voilà. OK. Donc, j'ai déjà une fonction qui s'appelle EH. Je vais le noter parce que déjà créer, par exemple, spectre, SPH horizontal. D'accord? SPH. OK. Alors, je fais la même chose. Form file, add a new function. Et donc, maintenant, je vais nommer le spectre vertical. D'accord? SPV. D'accord? Il est toujours en fonction de la période. Je vais je vais le chercher. Je vais le trouver là où je l'ai mis. Text file. Text file, voilà, c'est EV. Ouvrir. Voilà. Et je peux visualiser mon spectre vertical. Voilà. Je peux aussi le convertir sous forme, je peux le transformer sous forme de tableau grâce à cette icône, Convert to User Defined. Voilà, donc il devient comme ça, période accélération. Mais ici, il n'y a pas le marche arrière. Donc, si je fais OK, c'est bon, il devient comme ça. Si je mets, c'est-à-dire, je ne peux pas modifier le fichier. Et je n'ai pas enregistré, je vais refaire. SPV. Text file. V. Ouvrir. Période. Display. Voilà. Très bien. C'est clair? OK. Donc maintenant, vous allez me poser la question. Madame, vous avez appelé des fichiers de l'extérieur. Comment on peut les avoir? D'accord? Donc, dans ces fichiers, les spectres sont exprimés. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'expression de... voilà ça. Il y a ce spectre-là qui est exprimé en fonction de T. D'accord? Et donc, ceci a été programmé sur un fichier Excel. Donc, je vais l'ouvrir. Voilà, spectre. Je vais le mettre aussi sur Teams pour pouvoir l'utiliser. Donc, ça, c'est un petit logiciel qu'on a créé pour les spectres. Vous pouvez trouver autre. D'accord? Donc, on a programmé les équations des spectres ici. Ça, c'est le séisme horizontal, séisme vertical. Vous introduisez les caractéristiques de votre pont. Par exemple, ici, A égale à 0,3, S 1,2, XI égale à 5%, T1 0,2, T2 0,5. Donc, ce sont les paramètres qu'on a vus pour le spectre. État égale à 1. Donc, état, les calculé, c'est la racine de 7 sur 2 plus xi. Et ça, c'est alpha, 0,7. Donc, ceci correspond à zone, non, normalement zone 3. Oui? Voilà. Donc, ça, c'est le spectre. Donc, il a été programmé. Donc, vous remarquez ici, ça, c'est le programme. D'accord? Qu'on a fait pour les différentes branches. D'accord? Donc, c'est juste un petit programme. Vous pouvez utiliser MATLAB ou n'importe quel logiciel que vous maîtrisez. Comme vous pouvez utiliser aussi ce fichier Excel. Donc, ça, c'est le spectre horizontal. Qu'est-ce qu'il donne? Il donne l'accélération sur G. D'accord?
SA sur G et SV sur G. D'accord? Donc, si vous voulez l'utiliser, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez prendre les deux colonnes. D'accord? Les copier. Les mettre ici. Et il faut l'enregistrer sous forme texte. Sous forme, voilà, texte. Texte, voilà, ça. OK. Je vais l'appeler, je vais laisser spectre. Voilà, c'est ça. Enregistrer. OK. Et je vais ici, voilà, je trouve mon fichier. Que je peux l'appeler par SAP. D'accord? Donc, ça, c'est le spectre horizontal. Vous pouvez aussi créer le spectre vertical. C'est clair? madame, s'il vous plaît, on introduit la formule هذيك تاع نرفدوها من RPO on l'introduise dans l'Excel. Elle est déjà faite. Le travail est déjà fait. Donc, les formules de RPO sont programmées. Il faut juste changer ici. A ou S, ça dépend de votre pont. D'accord? Tout est programmé. Maintenant, si vous voulez refaire, il faut faire ça. Donc, si vous n'avez pas le fichier, vous programmez soit avec Excel ou là avec MATLAB ou là avec un autre logiciel. Vous savez qu'il existe sur le net des logiciels qui donnent directement les spectres, qui mettent à l'RPO. D'accord? C'est bon pour celui qui a posé la question? Oui, madame, c'est compris. C'est bon? Donc, là, tout est programmé. Il suffit de changer les constantes relatives à votre pont. Voilà, donc, j'avais juste une remarque. Si vous travaillez avec le SAP en virgule, il faut changer. D'accord? Donc, ça, vous le savez normalement. Vous savez comment changer un fichier? Donc, vous allez dans Édition, Rechercher et Remplacer. D'accord? Donc, rechercher point, remplacer. Tout. Ce n'est pas fait point par point. D'accord? Donc, ça, c'est en ce qui concerne les spectres. Donc, on a créé deux spectres, SPH, SPV. D'accord? Mais ces spectres ne sont pas utilisés par le SAP. D'accord? Jusqu'à maintenant. Maintenant, il faut programmer l'analyse spectrale. Donc, l'analyse spectrale, on va vers Load Cases. D'accord? Dans Load Cases, on ajoute, donc vous voyez ici, il existe DID qui est fait automatiquement, Modal aussi, Move 1, ça c'est pour les véhicules, je vais vous montrer comment les mettre. Et bon, ça c'est moi que, donc le GPP et le G, les charges statiques qu'on a inclus. Et EX, c'est moi que je l'ai ajouté. Je vais vous montrer comment. Donc, on met Add New Load Case et on a un choix d'analyse qu'on peut effectuer, un choix important. Donc, vous voyez la puissance du SAP. Vous pouvez faire pas mal d'analyses statique, multi-step statique, modal, réponse spectrum, time history, moving load, backlink, ça y est. Donc, on va choisir réponse spectrum. D'accord? Et bon, je vais la noter EX. Bon, je crois que j'ai déjà mis bon, EXX. D'accord? Et ici, donc je vais revenir à ces. On a dit que la réponse spectrale, comment elle est utilisée pour un système à plusieurs degrés de liberté, c'est qu'on considère chaque mode propre comme un système à un seul degré de liberté, avec, il a sa période propre et sa masse qui vibre, d'accord? Et bien sûr, sa rigidité, d'accord? Et on considère après la somme. Donc, la réponse totale va être la superposition de toutes les réponses. D'accord?
Donc, pour faire cette combinaison, modal combinaison, pour faire cette superposition, le SAP nous offre aussi différentes méthodes. Donc, celle-là, la méthode qui est cochée, c'est une bonne méthode, CQC. Je vais vous la montrer. C'est-à-dire, on ne met pas directement la somme. On ne met pas la somme directe. Pourquoi? Donc, si on met la somme directe, c'est absolue. C'est-à-dire, je vais prendre la somme des valeurs absolues. Mais ce n'est pas vrai. Ça va surestimer la réponse. Pourquoi? Parce que les maximums, il se peut qu'ils ne se passent pas en même temps. Donc, je vais surestimer ma réponse. Donc, dans les autres, par exemple, SRAS, c'est la racine carrée des résultats au carré. Et CQC, c'est une méthode qui introduit certains coefficients pour représenter mieux la somme. Donc, pour faire la superposition d'une manière théorique, ce n'est pas possible. Il faut l'approcher par une méthode de combinaison. C'est clair? Est-ce que c'est clair, ça? Donc, ça, c'est pour la superposition. On utilise une méthode, j'ai dit, voilà. J'ai dit la première, elle est bonne, donc il ne faut pas toucher. Forme, model load case. Bon, ici, on a modal. Si vous avez deux analyses modales, vous pouvez créer 2 ou 3 par le SAP, ce n'est pas un problème. Donc, si vous voulez faire une étude comparative, je ne sais pas quoi, vous pouvez choisir ici. Donc, ici, il y a une seule modale qui a été créée par le SAP au début. Et il faut aller ici. Il faut lui dire que c'est une accélération qui est appliquée en U1. Donc, U1 dans le SAP, c'est le sens longitudinal du pont. D'accord? Donc, c'est le X de l'axe global. Et on choisit le spectre qu'on a introduit, SPH. Et ici, il faut multiplier par 9,81. Il faut multiplier par 9,81 parce que je vous ai dit que, je vais l'afficher, ça c'est SA sur G. Dans le programme Excel, c'est programmé SA sur G. Vous pouvez multiplier ici par G et avoir les résultats directement en mètres par seconde carré. Mais si vous prenez les résultats tels qu'elles sont dans le programme Excel, il faut multiplier ici par 9,81 pour avoir les bonnes unités. C'est clair? Add. Donc, on a créé un chargement sismique qui s'appelle EXX. C'est un chargement qui va s'effectuer par la méthode modale spectrale en utilisant le spectre horizontal appliqué dans le sens X. D'accord? Donc, on peut aussi voir ici damping modal. Donc, on peut utiliser ce qui est le cas généralement, un facteur d'amortissement constant, comme il peut être variable en fonction des modes propres. Donc, ça, c'est si on veut tenir en compte de ça. D'accord? Donc, comme ça, on a créé le chargement dans le sens X. On va ajouter de la même manière dans le sens Y, donc réponse spectrum. Je vais l'appeler EYY. Voilà. Et voilà, donc je laisse CQC à partir d'une analyse modale. Je vais changer ici U2. Voilà. Donc, vous voyez ici, il y a toutes les degrés de liberté. Je peux appliquer mon chargement sismique là où je veux. D'accord? Et je choisis toujours EH parce que le spectre horizontal, il est le même dans le sens X et Y. Je dois le multiplier aussi par 9,81. OK. C'est bon? Ensuite, j'ajoute le séisme dans le sens vertical. Bon, donc je vais l'appeler EZZ, d'accord? Et donc, il est fait. C'est une accélération dans le sens 3, mais cette fois-ci, je vais choisir le SPV, d'accord, le spectre dans le sens vertical. Pardon, je vais vérifier ici, je n'ai pas choisi le bon spectre. C'est SPH, voilà, modify. OK. C'est clair?
Est-ce que c'est clair? Non, s'il vous plaît. U3, c'est de vertical. Oui. Ça, il représente le séisme dans le sens vertical. Donc, on a appliqué une accélération dans le sens vertical et on lui a associé le spectre vertical. D'accord? Une autre question? Donc, je mets OK. Voilà. Donc, maintenant, j'ai introduit les analyses sismiques dans les 3 directions. Il y a aussi l'analyse modale qui a été déjà faite. Il faut juste faire certaines vérifications pour pouvoir les utiliser. D'accord? Donc, pour utiliser la méthode modale spectrale, il est indiqué dans le SAP qu'il faut atteindre 90% de la masse. Il faut que 90% de la masse vibre. D'accord? Et je peux vérifier combien le SAP peut prendre de mode. Je vais vers modal. Je pense qu'on a changé la dernière fois. Sinon, automatiquement, il prend 12. Là, on a pris 20. Donc, on va vérifier quel est le nombre de modes. OK. Mais il faut faire l'analyse. Donc, je vais lancer l'analyse. Voilà, et je vais vers Display, Show Tables, Structure Output. Je vérifie que le cas modal est sélectionné. OK. Et je vais vérifier la masse qui participe, la masse modale qui vibre. Pour cela, il faut aller vers Modal Participating Mass Ratio. Voilà. Donc ici, comme je les ai déjà expliqué, la méthode, on va considérer chaque mode comme un système à un seul degré de liberté avec une masse associée. D'accord? Donc ici, le premier, il a une période de 0,68. Il fait vibrer la masse de 0,37, 37%. Donc, ça, les valeurs sont en pourcentage. Hein. Donc, ici, dans le RPOA, il faut vérifier que 90% de la masse vibre, surtout dans le sens X et Y. Donc, chaque mode va vibrer une masse. Chaque mode correspond à un degré de liberté. Donc, on a fait ces remarques la dernière fois. On a dit que, par exemple, le deuxième mode, la masse qui vibre, c'est 0 presque. C'est pour ça que c'est un mode qui n'est même pas considéré dans les calculs. D'accord? C'est un mode résiduel. Par contre, troisième mode, c'est un mode important. Il fait vibrer 0,48. Donc, le total dans le sens X, c'est 0,37 plus 0,48. Donc, on atteint à partir du troisième mode 0,85. D'accord? C'est 85%. OK? Et dans le sens Y, la même chose, 84,81. Donc, le 90%, il est atteint, voilà, à partir du 9e mode. Donc, 9 modes sont suffisants. On pouvait laisser les 12 modes faits directement par le SAP si on s'intéresse au sens horizontal seulement. Mais dans le sens vertical, vous remarquez que c'est rigide. Donc, 0,59 ne bouge pas à partir du 8e mode. Donc, avant le 8e mode, il n'y a pas de vibration dans le sens vertical, mais après, c'est 0,59 et ça ne bouge pas. Ça, ce qu'on appelle, c'est un mode rigide dans le sens vertical. Dans le sens vertical, on n'est pas obligé c'est difficile plutôt, de vérifier, d'atteindre les 90%, les vibrations des 90% de la masse, d'accord?
Donc, pour tenir en compte ça, il faut ajouter ce qu'on appelle des pseudo-modes. Je vais vous montrer comment le SAP le permet. Vous pouvez le faire. On peut ajouter des pseudo-modes pour tenir en compte le fait qu'on n'a pas atteint les 90% ici dans le sens Z. Mais ce n'est pas trop méchant dans le sens Z par rapport au sens X et Y. Donc, par rapport à X, Y, il faut atteindre les 90%. Si par exemple ici, 20 modes n'est pas suffisant, il faut ouvrir cadenas, aller vers modal, changer le nombre de modes et relancer l'exécution. C'est clair? Donc, vous vérifiez toujours ces deux colonnes ou bien ces trois colonnes, SAM UX, SAM Y et SAM UZ. Donc, ici, le problème, c'est aussi dans le biais. Donc, c'est un pont qui est irrégulier. Est-ce que c'est clair? C'est bon? S'il vous plaît, Oui. 90% que le pont bouge, la masse de pont bouge. Ça veut dire UX plus UY ou bien juste Là, le total? dans chaque sens. Il faut faire la vérification dans chaque sens. Donc, là, par exemple, dans le sens X, à partir du 9e mode, on dit 0,93. Donc, 9 modes sont suffisants dans le sens X. Je refais la même vérification dans le sens Y. Dans le sens Y, par contre, je vais atteindre le 90% jusqu'au mode 15. D'accord? 15 ou la même, elle peut être acceptée, 0,88. 14. D'accord? Donc, pardon, il faut ajouter des modes 12 ne sont pas suffisants. Ils sont suffisants si je m'intéresse dans le sens X. Mais si je veux faire une analyse complète dans les trois directions, il faut augmenter le nombre de modes. Ce n'est pas suffisant, les 12 donnés par le SAP. D'accord? Donc, par exemple, dans le sens Y, à partir de 14-15 modes, c'est suffisant. Dans le sens Z, j'ai dit, même si on va augmenter, ça ne va pas trop bouger. Il est rigide dans le sens Z. On peut essayer prendre, parce que finalement, l'exécution ne prend pas beaucoup de temps. On peut même prendre son mode et ça marche. D'accord? C'est bon, monsieur? Oui, c'est compris. Merci. D'accord. Donc, ça, c'est la première vérification à faire. Maintenant, on est sûr qu'au moins, dans les deux directions horizontales, on a plus que 90% de la masse qui vibre. Bon, on a atteint même 100% le sens horizontal et on est à presque 60% dans le sens vertical. Et vous remarquez ici, il y a même les rotations pour si on s'intéresse à ça. D'accord? Donc, le SAP, il est génial. Il donne beaucoup de résultats. D'accord? Voilà. Donc maintenant, il faut que je corrige ma unité. Très bien. Donc maintenant, il faut faire les combinaisons. Donc, quelles sont les combinaisons données par le SAP? Par la réglementation. Donc, la réglementation, comment elle combine les effets sismiques. Donc, elle nous demande de appliquer les séismes en chacune de directions EX, EY, EZ et après les combiner. Donc, on va vers Define Load Combination et on ajoute des combinaisons. Donc, les combinaisons sismiques, je ne parle pas de accidentelles, les combinaisons seulement sismiques, c'est-à-dire l'effet sismique, comment le considérer? On considère que donc, je vais les combinaisons sismiques, je vais vous les montrer ici. Je vais vous présenter ce diapo la prochaine fois. Je ne vais pas vous trop tarder sur ça. Voilà. Ça, c'est ce que je vous ai parlé, la combinaison CQC. Elle combine de cette manière les modes propres. D'accord. Donc, les combinaisons à considérer, donc, on a appliqué EX, EY, EZ, mais le séisme, E, va être représenté par l'effet des trois directions. Donc, il faut prendre EX plus ou moins 0,3 EY, plus ou moins
0,3 EZ, c'est-à-dire l'effet EX plus 30% de EY plus 30% de EZ. D'accord? Ensuite, EY plus 30% de EX plus 30% de EZ. Ensuite, EZ plus 30% de EX plus 30% de EY. Le cas le plus défavorable va représenter l'action sismique pour notre cas. D'accord? Donc, comment je vais les représenter? Je vais, donc, linéaire addition, je vais choisir ici EX. Voilà, donc multiplié par 1, plus EY multiplié par 0,3, plus EZ multiplié par 0,3. Voilà. OK, et je vais l'appeler E1. D'accord? Oui. Je fais la même chose, mais cette fois-ci, donc j'ai E2. D'accord? J'ai EX avec un coefficient de 0,3. D'accord? EY avec un coefficient 1. Et EZ avec un coefficient 0,3. Voilà. Et j'ai E2. OK. Ensuite, j'ai E3. Donc, j'ai trois cas. D'accord? 3 cas. Là, pas, EX multiplié par 0,3. Donc, 30% de EX plus 30% de EY plus 100% de EZ. Voilà. OK. Donc maintenant, j'ai créé 3 cas d'action sismique. L'action sismique réelle, ça va être le cas le plus défavorable. Donc, soit on les laisse les 3 et on compare les résultats, soit je peux faire ça à partir du SAP. Je peux prendre l'enveloppe. L'enveloppe, ça veut dire le maximum de E1, E2 et E3. Voilà. Donc, celle que je vais la créer maintenant, c'est E. Donc, maintenant, le E va me donner l'enveloppe, c'est-à-dire le maximum, le cas le plus défavorable de E1, E2, E3. C'est clair? C'est bon? Est-ce que c'est clair? Vous m'entendez? Oui. Oui, c'est D'accord. clair. Donc, vous pouvez me poser juste la question que pourquoi j'ai pas mis donc dans la réglementation, c'est plus ou moins. Vous pouvez me poser la question pourquoi j'ai pas mis plus ou moins, j'ai pris directement linéaire addition. C'est parce que déjà ici, c'est écrit réponse spectrum et le SAP automatiquement, lorsque c'est indiqué un effort sismique sous forme de réponse sismique, il va prendre les deux directions. Il va l'appliquer sur une direction, ensuite sur l'autre direction. D'accord? OK. C'est bon? Donc, ça, c'est concernant l'action sismique. Maintenant, donc, je peux, par exemple, visualiser mes efforts. Je peux visualiser mes efforts au niveau des ponts sous E. Ça va me donner le... Voilà. Donc, je vais vous montrer comment lire les résultats la prochaine fois, Inch'Allah. D'accord, je peux voir mes résultats. Donc, pour les ponts, C'est clair? C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez des questions? Non, madame, c'est clair.
Donc, par ça, on termine, d'accord? Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez les préparer pour la prochaine fois, d'accord? Donc, concernant la séance prochaine, donc on va essayer de soit de compléter pour les résultats, soit de voir les charges mobiles, d'accord? Donc, bon courage pour la suite. يعطيك الصحة مدام. Ouais.